Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'intéressant qui est la recherche de la bataille décisive. Et à travers cette recherche, on va l'appliquer à l'exemple de Dien Bien Phu. Donc comme le colonel Vandamme l'a dit, moi ma spé initiale c'est vraiment Dien Bien Phu, on va dire, je peux à peu près vous faire Dien Bien Phu au jour le jour, du 13 mars au 7 mai, mais c'est pas la chose la plus intéressante qui soit, si vous voulez, si je commence à vous dire que le 5e BPVN fait des allers-retours entre Guet et Gabriel, c'est pas la chose la plus intéressante qui soit. Par contre, si on veut s'intéresser à pourquoi Dien Bien Phu, dès lors ça devient beaucoup plus intéressant. Dans beaucoup de livres que vous lirez sur l'Indochine, vous retrouverez une chose commune. Cette chose commune, c'est la recherche de l'ennemi. Cet ennemi, le Viet Minh, il semble insaisissable, nocturne et fantomatique. Il est partout et à la fois nulle part. Il réalise des coups de main la nuit, il s'éteint ensuite dans la végétation, attendant patiemment la prochaine embuscade. Cette notion de patience épuise moralement et physiquement les soldats des avant-postes français. Ces derniers ne peuvent jamais se reposer et les tuer sont journaliers. Ainsi, le commandement français rêve d'une bataille pouvant arracher une victoire définitive face au Viet Minh, c'est-à-dire pouvoir affronter l'ennemi dans une bataille rangée qui s'inscrit dans sa durée et son intensité. La zone de bataille serait quant à elle précisément identifiée et des moyens considérables seront mis en œuvre pour la destruction de l'adversaire, que ce soit dans les bataillons engagés, l'armement ou la logistique. Cette bataille, si on parle un peu crûment, aurait pour but d'anéantir une bonne fois pour toutes celui d'en face. Pourquoi parle-t-on de décisive? C'est un terme qui peut paraître un peu abstrait. On se rend compte de l'importance d'une bataille après qu'elle ait été menée. On peut prendre en exemple la bataille de Kursk en juillet 1943. Elle ne devient décisive qu'après l'effondrement du groupe d'armées centre allemand en janvier 1944. C'est donc le point de vue contemporain face à la bataille qui permet de dire qu'elle a été décisive. On va quand même faire un petit point de situation sur la guerre d'Indochine. Souvent, Dien Bien Phu amalgame les 8 années de la guerre. En 2020, j'avais eu la chance de rencontrer le colonel Jacques Allaire, qui était un chef de la compagnie de mortier du 6e BCP, donc le bataillon Bijard, sur Dien Bien Phu. Et moi, quand je l'avais rencontré, en fait, je lui avais simplement posé une question un peu bancale, certes, mais qui permettait de rentrer dans le sujet. Et cette question était, mon colonel, qu'avez-vous retenu de la guerre Indochine? Et en fait, ce dernier m'a directement parlé d'Eliane II. Vous voyez, moi, je parle de l'Indochine. Lui, il se focalise sur Dien Bien Phu. Et encore plus, il se focalise sur le point d'appui sur lequel il était à Dien Bien Phu, Eliane II. On a ici ce que l'historien pourrait appeler comme une mémoire écrasante, c'est-à-dire qu'il ne parle pas de l'opération Léa, il ne parle pas de l'opération Atalante, de l'opération Ceinture, ainsi de suite, il ne parle que de Dien Bien Phu. Pourtant, l'Indochine, c'est bien plus que ça. L'Indochine, c'est 8 ans de guerre, c'est la création du mythe para, c'est les premières théories solides de la contre-guérilla que nous enseignerons par la suite à nos alliés otaniens, et c'est aussi bon nombre de pages d'héroïsme. C'est une guerre en 2 parties. La première, 1946-50, est une guerre de guérilla. Les Viettes réalisent des coups de force, mais ne parviennent pas à fixer les troupes françaises à cause d'un manque de puissance de feu. 1950-54, c'est une guerre où les rapports de force s'inversent. Le Viet Minh parvient à former des unités régulières, sa garde prétorienne en quelque sorte. Des divisions bien équipées et bien entraînées, qui obtiennent plusieurs gros succès décisifs face aux Français. Ce plus gros succès décisif étant la bataille de la RC4, qu'on peut parfois appeler comme Cao Bang, ou le désastre de la RC4. La guerre Indochine, c'est une guerre qui est documentée. Elle est documentée d'assez près par les différents organismes des services de presse et cinématographiques des armées. On a aussi des organismes civils qui la suivent. Typiquement, Paris Match trouvera un nouveau public avec la publication de nombreuses photos ayant contribué au mythe para et aux unités de la réserve générale du corps expéditionnaire en Indochine. L'Indochine, ce n'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre de contrôle des axes de communication ainsi que de la population. De ce fait, pour notre sujet, la bataille décisive ne sera pas ici une percée significative dans les lignes ennemies. En réalité, pour obtenir une victoire décisive en Indochine, il faut d'abord la médiatiser. Il faut la suivre d'un point de vue politique. On peut donc résumer cette guerre en suivant le leitmotiv du général Bijard, commandant à cette époque, bien faire et le faire savoir.
Si on suit ce positionnement, pour obtenir une victoire, il faut donc communiquer sur son issue. Or, communiquer sur une future bataille, c'est donner des informations stratégiques à l'ennemi. Combien de fois ai-je lu dans telle ou telle interview que les Viettes savaient tout rien qu'à lire le journal? L'année 54, c'est la dernière année du conflit. On a souvent tendance à penser que la situation était déjà dramatique pour le corps expéditionnaire en 54. La situation est à nuancer. Les accords de Genève arrivent, les deux camps le savent, et obtenir une dernière victoire majeure permettrait à la France de sortir vainqueur de cette sale guerre. Dans le sud, les Viettes ont subi de gros revers pendant toute l'année 53 et sont refoulés petit à petit dans la forêt et sont de plus en plus loin des axes de communication. Dans le nord, à l'inverse, le Viet Minh règne en maître. Seuls les quelques groupements commandos mixtes aéroportés, les GCMA, parviennent à mettre en difficulté le Viet Minh en faisant la même guerre qu'eux, c'est-à-dire une guerre d'usure et de coups de force. La victoire finale viendra donc du nord. Tout le reste ne vaut pas autant. Le nord, c'est la clé de voûte entre la Chine et le Laos. C'est la zone où le Viet Minh met la pression depuis 1952. Le Laos et la Chine, l'un est profondément acquis aux Français et l'autre souhaite profondément son départ. Le village de Dien Bien Phu devient donc le secteur clé pour contrôler le secteur entre le Laos et la Chine. En effet, une piste d'atterrissage construite par les Japonais pendant la guerre peut être aisément remise en service. En novembre 1953 est lancée l'opération Castor afin d'aller y établir une base aéroterrestre proche de Dien Bien Phu, dans le but de gêner les mouvements Viet Minh. Elle est ici la véritable raison de la base de Dien Bien Phu. C'est une base qui est résolument offensive. Elle n'est pas conçue dans le but d'en faire un camp retranché. Pourtant, c'est souvent le nom amalgamé qu'on donnera à Dien Bien Phu, ce camp retranché. L'état-major français ira même jusqu'à allouer un peloton de chars Chaffee pour aider les attaques françaises en provenance de la base, appuyant encore une fois le caractère offensif de l'idée. Donc là, sur votre gauche, vous allez voir un peloton de M24 Chaffee. Donc là, on est en février 54, on est avant le début de la bataille de Dien Bien Phu et on est vraiment dans la quintessence de ce à quoi le camp devait servir, c'est-à-dire servir de bastion et aller frapper les Viet Minh un peu partout autour. Juste à côté, vous avez des F-8F Birkat qui sont stationnés sur le camp de Dien Bien Phu. Donc encore une fois, ça souligne ce caractère. Le camp n'est techniquement pas fait pour se faire attaquer. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de Dien Bien Phu. Souvent entendu que Dien Bien Phu était une idiotie, pour les plus virulents, une connerie sans nom. En réalité, Dien Bien Phu s'inspire d'une autre bataille qui, elle, fut couronnée de succès, c'est la bataille de Nha San. Nha San, c'est une bataille qui permet de mettre hors d'état de nuire plus de 7000 combattants bien équipés et d'affirmer la supériorité tactique française qui portait sur la théorie de la défense en hérisson. Dans un site fortifié par plusieurs points d'appui, qu'on appellera PA, les PA sont capables de céder entre eux et de contre-attaquer une fois le temps venu. Sans artillerie adverse, cette méthode est imparable. Elle oblige également le Viet Minh à attaquer en masse pour espérer un succès sur ces différents points d'appui. Ainsi, la défense en hérisson semble être la clé de la future victoire française en Indochine. L'état-major part à la recherche de chiffres. La victoire décisive en Indochine viendra d'une saignée à blanc de l'armée Viet Minh. Pour la bataille de Nha San, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la bataille est surtout, pour faire très rapidement, elle se situe en trois grandes phases qui sont à chaque fois des cartons pas possibles pour le Viet Minh, où ils ne peuvent qu'avancer tout droit face au point d'appui. Les Français ont des bons éclaireurs et l'artillerie permet de taper suffisamment fort les unités Viet Minh pour qu'une fois arrivés sur les points d'appui, en fait, ils n'aient pas assez de masse d'infanterie pour pouvoir le prendre. Pour autant, la première assaut est une catastrophe, le deuxième une semaine plus tard l'est encore plus, et le troisième, et ainsi de suite. Pourtant, le Viet Minh continue d'attaquer. En réalité, les morts pour le Viet Minh, ça permet d'asseoir la souveraineté du régime communiste. Ça souligne la volonté sans faille des soldats Viet Minh afin de rassurer le nouvel allié chinois. Donc voilà un peu pour Nha San. Pour Dien Bien Phu, donc comme je l'ai dit, Dien Bien Phu, au départ, c'est une base aéroterrestre. Au fur et à mesure, la base se fortifie et les points d'appui prennent des noms de femmes. L'abri est cependant
très rudimentaire, très peu de casemates sont bétonnées et la plupart des fortifications sont faites pour résister face à de l'armement léger. En aucun cas face à de l'artillerie lourde. Ici, artillerie lourde, c'est tout ce qui aura un calibre supérieur à 75 mm. Mais si on suit la pensée de l'état-major, pourquoi Dien Bien Phu aurait besoin d'être défendu puisque c'est une base qui est faite pour l'attaque. Les premières semaines de la base de Dien Bien Phu sont ponctuées d'affrontements à plusieurs kilomètres du camp. Le premier BEP, sur place avec d'autres unités para et légionnaires, multiplie les actions en profondeur pour aider les maquis laotiens à la frontière. Cependant, au fur et à mesure des mois, les combats se rapprochent et s'intensifient. Giap, le général Viet Minh, arrive pour la confrontation. Et comme je vous l'ai dit, ce n'était pas le but de Dien Bien Phu. Le but de Dien Bien Phu, c'était vraiment d'être une base offensive. Pour autant, la réponse Viet Minh de venir encercler Dien Bien Phu, c'est une réponse qui, pour nous contemporains, peut nous sembler évidente. Le Viet Minh ne pouvait pas laisser ce bastion s'implanter et attaquer délibérément les camps et axes de logistique Viet Minh. Mais dès lors, pourquoi Dien Bien Phu n'est pas évacué dès que la pression Viet fut trop importante? La réponse est complexe, mais elle peut s'expliquer simplement en plusieurs points. La première que nous allons voir, c'est la surestimation des capacités de ravitaillement de l'armée française. La seconde, c'est une incompréhension sur les réels facteurs de la victoire de Nassan. La troisième sera d'expliquer la non prise en compte des renseignements alarmants concernant l'artillerie et la logistique Viet Minh. Et enfin, le quatrième, cette fois-ci un point plus politique, la nécessité d'obtenir une victoire sur le Viet Minh. Le ravitaillement à Dien Bien Phu ne peut arriver que par les airs. Dien Bien Phu est à 3h30 de vol de l'aérodrome français le plus proche. L'acheminement par air permet aux Français de s'affranchir de la défense des lignes de logistique. Cependant, elle nécessite une défense très importante des environs de la piste d'atterrissage. Cette dernière peut d'ailleurs s'apparenter au poumon du camp retranché. Sans ce ravitaillement, c'est l'asphyxie assurée. Le 26 mars, soit 13 jours après le début du siège, la piste d'atterrissage est mise hors d'usage. Pourquoi? Pour répondre à cette question, j'en arrive à mon deuxième point. Pourquoi avons-nous gagné à Nassan? Est-ce par une supériorité morale, par un coup de chance, un plan parfait? Non. Les Français gagnent à Nassan parce que le camp est étudié pour ce qu'il doit être. C'est un camp retranché. La piste d'aviation est protégée, ce qui permet un ravitaillement et un soutien aérien permanent. Là, vous avez la carte de Nassan sur la gauche, Dien Bien Phu sur la droite. Je pense que ça parle de soi-même en soi, mais au cas où. On peut voir que Nassan, il y a une ceinture de 2 à 3 forts pour arriver jusqu'à la piste d'atterrissage. Dien Bien Phu, alors je ne sais pas si je peux me lever sans trop... ok, je ne peux pas aller plus loin. Supprimer Gabriel et supprimer Béatrice. Et dès lors, le Viet Minh aura la portée pour toucher la piste d'atterrissage. Vous perdez la piste d'atterrissage, vous perdez Dien Bien Phu. Et c'est d'ailleurs ce qui arrivera. Sans Gabriel et Béatrice, pour maintenir les Bedoy hors du camp, le camp s'asphyxiera de lui-même. J'en viens donc à mon troisième point, concernant la non prise en compte des renseignements, concernant l'artillerie et la logistique Viet Minh. Pour l'artillerie, l'état-major était au courant que le Viet Minh avait quelques unités ça et là. Ça s'était déjà vu en 1950 lors de la RC4. Le Viet Minh avait réussi à ramener quelques mortiers lourds sur des terrains que l'on pensait impossibles. Mais c'était arrivé une fois et pour l'instant pas deux. Entre décembre et février, la base est attaquée quotidiennement par des obus de divers calibres. Les soldats pensaient qu'il n'y avait là qu'un seul canon, que ces derniers avaient baptisé le canon de Giap. Pourquoi? Parce qu'en fait, les soldats, ou du moins le commandement, pensaient qu'il était impossible que les Viettes aient de l'artillerie lourde. Il faut bien penser qu'aux alentours de Dien Bien Phu, ce sont des terrains qui sont impossibles à monter pour simplement des soldats avec de l'artillerie. Il faudra nécessairement avoir des camions. J'en reviens à mon deuxième point. Donc, sur la gauche, vous avez les vélos Peugeot que la propagande Viet Minh a utilisés pour montrer à quel point le peuple se mobilisait. Sur la droite, vous avez la réalité. En réalité, les Viet Minh avaient plus d'1 millier de camions Molotova qu'ils ravitaillaient nuit et jour pour faire monter les canons sur les différentes collines. Et c'est pour ça qu'à la chute de Gabriel et de Béatrice, en réalité, 2 jours plus tard, les canons avaient déjà la portée, ce qui n'aurait été impossible avec des vélos, et avec des camions, c'est tout à fait possible. Donc ça explique également ça.
Concernant la logistique, les compétences ont été également largement sous-estimées. Le deuxième bureau avait pourtant calculé que le Viet Minh avait réussi à mettre en place un entretien correspondant à une bataille de 70 jours pour 70 000 hommes. Et j'arrive donc à notre dernier point concernant cette non-évacuation de... Ah, excusez-moi, je suis allé trop vite pour... donc je vais juste continuer pour l'artillerie. Donc là, vous avez encore une fois une photo de propagande où les soldats Viet Minh montent le canon. Et là, c'est un croquis que j'avais trouvé génial, où en fait, on voit pourquoi la contrebatterie française sera inefficace pendant la bataille. C'est qu'en fait, les canons tirent tout droit. Les Viet Minh ne sont... Alors j'ai mis une alvéole, techniquement c'est une erreur, en fait les canons sont simplement dans la montagne, il n'y a pas d'alvéole. Donc ça veut dire qu'à part si on a des obus fusants qui savent pénétrer la terre et ensuite éclater dans cette même terre, il est impossible de toucher les canons. Voilà, excusez-moi pour... Donc j'arrive à mon dernier point concernant cette non-évacuation de Dien Bien Phu. Cette non-évacuation n'arrive pas parce qu'il faut battre le Viet Minh maintenant. Comme je vous l'ai dit, les accords de Genève arrivent. Si l'on suit ce fil rouge autour du thème de la bataille décisive, on peut d'ores et déjà dire que Dien Bien Phu ne peut pas être une victoire décisive. Cependant, elle peut être une défaite décisive. Pour autant, ils ne font pas tomber dans le travers de dire que tout était déjà perdu, puisque le camp retranché saignera bel et bien à blanc l'armée Viet Minh. J'arrive donc à ma partie suivante, le début de la bataille. Le 13 mars, la 3e compagnie de la 13e DBLE est écrasée sur Béatrice. C'est un choc pour le camp retranché. D'une part, puisque Béatrice est le verrou nord du camp. Sans ce dernier, comme je vous l'ai dit, les Viets ont la portée pour l'artillerie. Mais le véritable choc est que la 13e DBLE soit mise en déroute. En Indochine, elle est considérée comme l'une des meilleures unités de la Légion. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été mise sur ce point stratégique. Perdre la 3e compagnie de la 13e DBLE, c'est perdre d'emblée une unité de très grande valeur. La contre-attaque française ne vient pas. Le camp est dans l'incompréhension. Pourquoi ce camp est dans l'incompréhension? En réalité, Béatrice n'a jamais répondu aux appels de renfort, puisque la casemate de commandement a été volatilisée dans les premiers instants du bombardement viet. C'est l'une des raisons pour laquelle la 3e compagnie a été étrillée. Elle n'a pas eu de commandement. Le 14, pareil, le 5e bataillon de marche du 7e RTA, fort de 850 hommes, est à son tour durement attaqué de la même manière que sur Béatrice. Ce dernier tient tant qu'il peut et parvient à résister une journée face aux Viet Minh. Cependant, ici aussi, les renforts n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas parce qu'il se joue au niveau du poste de commandement un autre problème. Les contre-attaques sur Dien Bien Phu sont mal préparées. Le 5e bataillon de parachutistes vietnamiens, parachuté le jour même, est choisi pour monter à l'assaut. C'est un choix qui peut paraître discutable. Le 5e BPVN ne connaît pas le terrain de Dien Bien Phu, alors que le 1er BEP ou le 8e choc auraient pu être des éléments déterminants dans la contre-offensive. Le choc de la découverte de l'artillerie Viet Minh est puissant, la tête pensante du camp est KO debout. Le 5e BPVN met plusieurs heures à se rendre sur place. Et alors qu'arrivée, une mauvaise liaison radio informe ces derniers que le 7e RTA s'est replié. C'était une information erronée. Le 7e RTA tenait toujours. Béatrice et Gabriel, les verrous nord et est du camp, viennent de tomber et ne seront pas repris. Peu importe ce qui se passe après, Dien Bien Phu n'est pas tenable sans la recapture de ses points d'appui. Le reste de cette bataille est une des plus grandes pages d'héroïsme pour la France et ses alliés, mais elle reste une page écrite dans la douleur. Les Viets ont désormais la portée pour frapper la piste et donc asphyxier le camp. Et c'est ce qui arrivera. 2 jours ont suffi à faire voler la stratégie de la défense en hérisson. 2 jours, si on élargit notre discours, ont suffi à faire perdre l'Indochine. Je vous ai fait cette petite frise qui explique assez grossièrement la bataille de Dien Bien Phu en 4 grands points. Donc, le premier grand point, c'est ce qu'on a vu plutôt en détail, donc la chute de Béatrice et de Gabriel. À partir du 26 mars, un obus, en fait, la multitude d'obus qui tombent sur la piste achève de rendre inutilisable la piste, et pire encore, un Curtiss, donc un avion bimoteur assez gros, s'est pris un obus de plein fouet. Et dès lors, en fait, il devient impossible pour les compagnies du génie d'aller le retirer, parce que les Viet Minh ont ajusté leur départ de feu sur cette piste. Ensuite, vous avez le 30 mars, la bataille des 5 collines, qui est le 2e gros assaut
Viet Minh après les carnages de Béatrice et Gabriel. Et enfin, en fait, à partir du 30 mars et jusqu'à la fin, même si les PA sont attaque et contre-attaque se suivent, en réalité, ça suit la même finalité. C'est que le camp perd de plus en plus d'hommes, n'arrive pas à renouveler ses vivres et donc commence à s'asphyxier. Et le 7 mai, la chute du dernier point d'appui qui est soit Eliane II, soit Dominique II. Enfin bref, c'est pas ça le plus important. Pour Dien Bien Phu, je pense qu'après avoir vu un peu les géographies, je pense qu'il est important qu'on s'intéresse aux unités présentes sur Dien Bien Phu. On y retrouve la fine fleur de l'élite du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, le CFO. Les unités les plus médiatisées, les paras, la Légion, et tout le reste de ces unités ont été complètement oubliées pendant 50 ans. Vous pouvez voir là sur le diapo que j'ai fait, on ne montre pas les paras. Les parachutistes ne représentent que, si j'ose dire, 40% des forces de l'Union française au sein de Dien Bien Phu. On retrouve en plus de ça 4 bataillons de la Légion, 5 bataillons de l'armée d'Afrique, 2 bataillons coloniaux, une multitude de compagnies autochtones, 4 escadrons de cavalerie, dont un composé de 10 chars légers. Pour l'artillerie, il convient de noter que les Français ont une 60aine de tubes et 28 sont considérés comme des tubes de gros calibre. Le reste sera plutôt du mortier léger, de l'affût quadruple ou du canon sans recul. Si on compare à l'artillerie viette, les Français sont en infériorité totale. Les Viettes totalisent, rien qu'en pièces de gros calibre, 208 pièces de gros calibre, dont 12 Katyusha BM-13, les orgues de Staline, si jamais le nom ne vous dit rien. Les orgues de Staline feront leur apparition à la toute fin de la bataille. Ils n'auront pas un véritable impact sur la tactique de la bataille, mais les Viet Minh les ramènent pour montrer désormais que l'armée populaire vietnamienne est une armée puissante et peut utiliser du matériel comme la Katyusha, relativement sophistiqué pour normalement une guérilla communiste. Une telle puissance de feu adverse aurait nécessité le déplacement d'au moins une compagnie de génie par point d'appui. Or, il n'y en avait qu'une pour l'ensemble du camp retranché, ce qui est très peu quand on sait son étendue. De plus, cette capacité d'artillerie Viet Minh aurait nécessité énormément d'abris bétonnés. Or, en réalité, les seuls points d'appui bétonnés vont être à la fin de la bataille la salle de triage du médecin général Paul Grauin et le poste de commandement Junon. Tout le reste sera soit bétonné de manière partielle, c'est-à-dire que si un obus arrive à tomber à un bon endroit, malgré le béton, les soldats seront quand même ensevelis. Les Français ont un avantage sur Dien Bien Phu, enfin du moins ont un avantage pour la guerre Indochine. À Dien Bien Phu, il s'avérera un peu moins efficace, c'est l'aviation. L'aviation était clairement l'un des plus grands avantages de l'armée française face aux Viet Minh. Supprimez l'aviation et vous perdez là un appui qui était jusqu'à présent providentiel. Pourquoi cet appui disparaît? Il disparaît parce que les Viet Minh ont ramené énormément de DCA. Sur la chute des Anne-Marie, donc je ne sais pas si je peux revenir trop en arrière sans vous perdre. Ici, on peut voir les Anne-Marie. Anne-Marie 1 et 2 sont des points qui culminent entre 200 et 300 mètres de hauteur, ce qui est assez haut quand on sait que le point d'appui le plus haut de Dien Bien Phu est à 500. Une fois que Anne-Marie 1 et 2 ont été abandonnés au cours de la bataille, les Viet Minh ont positionné toutes leurs DCA et dès lors, les aviateurs français ont été incapables de faire de l'appui tactique. Où en réalité, cet appui tactique était possible, mais devenait extrêmement dangereux. Et bon nombre de F-8F, en fait, sont simplement fait abattre sans avoir pu délivrer leurs bombes, puisque les Viettes avaient su mettre leur DCA. Donc, si vous supprimez en plus de ça l'aviation, déjà que l'artillerie française ne peut pas faire de contre-batterie, tous les soldats, ainsi le camp n'a aucun appui et ne peut que compter sur soit ses chars, soit ses fantassins. La bataille de Dien Bien Phu, pour parler un peu chiffres, on parle de 8000 tués et 15 000 blessés côté Viet Minh. Côté français, on est plutôt autour de 2300 tués, 5500 blessés. En plus de ça, il y aura 12 000 prisonniers, et sur ces 12 000 prisonniers, 7 801 mourront en captivité.
Les pertes sont lourdes côté Viet Minh et elles sont également assez lourdes côté français si on se dit qu'en fait l'intégralité des unités présentes à Dien Bien Phu ont été dissoutes. Cependant, ces unités-là représentent 6% du corps expéditionnaire français. C'est donc 6% qui a permis de mettre hors de combat 30% de la masse de combat Viet Minh. L'intégralité des divisions Viet Minh, des divisions d'élite, les unités régulières dont je vous parlais tout à l'heure, ressortent de Dien Bien Phu complètement étriées. Le Viet Minh ressort donc marqué de Dien Bien Phu. Pire encore pour lui, l'APVN, l'armée populaire vietnamienne, a subi 2 énormes crises morales. Une première après le 15 mars, puisqu'on compte 3500 tués et blessés en l'espace de 2 jours. Ces chiffres alarmants pour le Viet Minh conduira d'ailleurs au refus de plusieurs compagnies de monter à l'assaut. Une deuxième crise aura lieu au mois d'avril, après la défense acharnée de Dominique III par le lieutenant Paul Brinbrook. Au mois de juin est publié le rapport Elie par le colonel du même nom. Je ne sais pas si ce rapport vous dit quelque chose, mais c'est un rapport qui est fait à la fin de la guerre d'Indochine en juin 1954. C'est un rapport en fait qui est là pour dresser le bilan de que se passe-t-il en Indochine, est-ce qu'on a les épaules pour y rester, tout ça. Puisque la conférence de Genève n'a pas encore, enfin a bientôt lieu, mais n'a pas encore lieu. Et le rapport Elie, en fait, il n'est pas si catastrophique que ça. J'ai dit 6% de pertes pour le CFO, ça veut dire qu'il reste 94% de masse combattante pour le corps expéditionnaire français. Pour autant, c'est la fin. C'est la fin car la perte de Dien Bien Phu est une défaite décisive pour plusieurs raisons. La première, c'est que Dien Bien Phu, c'est le tombeau des unités d'élite de l'armée française. C'est en plus le tombeau d'unités qui étaient particulièrement médiatisées. Le 6e BCP, le premier RCP. Ce n'est pas le 6e BCP qui a été vaincu, c'est le bataillon Bijard. C'est celui en qui tout le monde croyait. C'est une bataille que la France a provoquée face au Viet Minh. C'est elle qui allait se mettre ici, et pourtant, elle a perdu face au Viet Minh, alors que si on élargit un peu, c'est le Viet Minh qui est venu combattre. C'est le Viet Minh qui a accepté la bataille rangée face à l'armée française. Dès lors, l'APVN devient, aux yeux du monde, l'égale, voire la supérieure de l'armée française sur ce terrain, puisqu'elle l'a vaincue à Dien Bien Phu. Enfin, pour le dernier point, pour cette défaite décisive, cette défaite qui devient décisive, la surmédiatisation de la bataille de Dien Bien Phu a eu de cruelles répercussions sur l'issue de la bataille. L'état-major Viet Minh n'a pu savoir quel bataillon était parachuté, où, quand et comment. Une fois la défaite inéluctable, un décompte macabre a suivi. Les discussions ne tournaient pas autour de la victoire ou de la défaite, mais plutôt de quand cette dernière allait survenir. Ma conclusion pour ce sujet sera plutôt succincte. Et pour reprendre les mots d'Élie de Mothe-Saint-Marc, ce que j'ai à dire, Monsieur le Président, sera court. Dien Bien Phu est une bataille avec un enjeu mémoriel très important. Trop important peut-être, puisqu'elle occulte d'autres faits d'armes, d'autres tués, qui, eux, ne sont jamais rappelés. 70 ans après cette bataille, les esprits sont parfois échauffés par ces simples mots que sont Dien Bien Phu. Elle est auréolée d'un esprit guerrier romantique. Peut-être vous avez déjà entendu cette phrase concernant les volontaires rejoignant la cuvette « Nous y allons pour l'honneur et pour les copains ». Les largages ont continué jusqu'à l'extrême fin. Et d'un point de vue tactique, notre regard extérieur nous ferait dire que c'était inutile. Tout était déjà foutu comme on pouvait lire dans les journaux. Larguées au compte-gouttes, ces unités n'ont pas pu changer le cours de la bataille. Elles ont cependant alourdi les pertes, et pour autant, ils y sont allés. Le film Dien Bien Phu de Pierre Schoendoerfer, bien qu'un peu propagandiste, a très bien résumé la chose pour expliquer cet engagement perdu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. Il y a pour moi la meilleure scène du film où c'est un capitaine qui reçoit un reporter américain. Et en fait, ils sont sur la piste d'atterrissage sur le tarmac. Il y a tous les Dakota qui commencent à faire tourner leur moteur. La scène est géniale. Et en fait, le journaliste américain demande, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font tous ces gars? C'est tout ce qui vous reste, en parlant des unités para qui sont sur le tarmac. Et le capitaine fait une tirade absolument géniale que je vais vous lire. Du pain pour les canards, rien de plus. Du pain pour les canards. Regarde, c'est tout ce que je te demande. Je vais te dire. Un soldat accepte de se faire tuer pour remplir sa mission. C'est dans son contrat, dans notre solde, c'est notre honneur. Seulement, un soldat a horreur qu'on l'envoie à la mort pour rien.
par connerie, par incompétence, par veulerie. Ça nous dégoûte. Réaction de professionnels, on n'aime pas être gaspillé. Regarde, tous ces gars-là vont être gaspillés. Du pain pour les canards. Et ils le savent tous. Tous. Et pourtant, ils sont tous volontaires pour aller se faire gaspiller une dernière fois. Ils se bousculent au portillon. Voilà ce que je voulais que tu vois. Dis-le. Il faut que ce soit dit. Et même si tu es trop con pour le comprendre, dis-le. Peut-être est-ce là aussi une clé de lecture pour Dien Bien Phu concernant sa prédominance dans le sujet indo-chinois. C'était la bataille finale et tout le monde le savait peut-être. Merci de votre écoute. Maintenant, on peut avoir un petit temps de questions-réponses si vous le souhaitez. Bon, voilà. Oui ? J'ai une question, ça n'a pas vraiment rapport avec des... T'étais là la semaine dernière, toi ? Ouais. C'est à fond des Delfou, il y a une compagnie mobile qui se fait exterminer. Ouais, le GM100. Est-ce que c'est aussi... est-ce que c'était les dernières unités d'élite qui sont massacrées ou c'était des unités régulières accompagnées du bataillon de Corée? Alors le GM100, voilà, moi je le connais surtout pour être le tombeau du bataillon de Corée, si vous voulez, alors que Dien Bien Phu va tomber, est lancée l'opération D. Pourquoi D? Pour Desesperado, où en fait il s'agit d'aller faire une percée depuis le Laos et aller sauver les quelques survivants peut-être de la garnison de Dien Bien Phu qui vient de tomber. On monte une unité plus ou moins hétérogène. En fait, soit des maquisards, soit des volontaires, soit des unités qui étaient là en poste avancé. Et on envoie tout ça vers Dien Bien Phu. En plus de ça, on a des éléments du bataillon de Corée qui sont une unité extrêmement valeureuse, qui a combattu entre 50 et 53 aux côtés des Américains et aussi des Turcs, notamment dans le nord de la Corée. Et donc l'opération Desesperado, elle est là, comme je vous l'ai dit, pour aller sauver Dien Bien Phu. C'est un véritable carnage pour cette opération puisque le groupe Mobile 100, donc dans lequel il y a une majorité de soldats du bataillon de Corée, se fait prendre dans une embuscade de plus de 4 km de long. Et en fait, sur cette embuscade, je crois que c'est à peu près 2000 soldats français qui y sont. On parle de moins d'une centaine de survivants à la fin. Donc, autant vous dire que, alors que Dien Bien Phu vient de tomber, on perd en plus de ça le bataillon de Corée. Ça fait beaucoup de choses. Voilà. Oui ? Oui, après la chute de Dien Bien Phu, il y a eu des procédures concernant les généraux qui avaient organisé tout ça. Il y avait Navarre, alors je ne me rappelle plus dans l'ordre, c'est loin, il y avait Navarre, Elie, Cogny. D'ailleurs, Cogny, sa triste fin est peut-être un peu liée à ça. Qu'est-ce que ça a donné? C'était une audition devant le Parlement, je crois. Hein. Ça n'a pas été le Conseil de guerre. En fait, ce que cette audition a donné, donc après la chute de Dien Bien Phu, naturellement, il faut trouver un responsable. C'est une défaite trop importante pour que l'armée puisse laisser passer ça. Moi, concernant ce procès, je vous avoue que je n'en sais rien. La simple chose que je sais est qu'en réalité, trouver un responsable humain à cette bataille ne me paraît pas la chose la plus pertinente. En fait, ce n'est pas la faute d'une personne que Dien Bien Phu a été une catastrophe. Ça a été la faute d'une multitude de choses. Et aussi, disons-le, l'armée Viet Minh a eu les épaules extrêmement solides. C'est-à-dire que Dien Bien Phu, on est vraiment loin des bases Viet Minh. On est au moins à 300 km de la base la plus proche. Donc même si nous, par avion, on est à 3h30, les Viet Minh, il faut qu'ils aient au moins 150. Alors, la propagande disait 150 000 coolies qui amenaient nuit et jour nourriture, eau, armes et munitions. Si vous voulez, Dien Bien Phu, on l'a presque perdu à la loyale. C'est-à-dire que c'est une bataille rangée qu'on a provoquée, on a perdu. Bon. Donc vous voyez, ce procès, effectivement, moi j'avais plutôt en tête que c'est le général Navarre qui en avait particulièrement pâti de ce procès, en fait, parce qu'il a été jugé comme responsable.
Mais si vous voulez, l'artillerie française a été jugée comme la responsable de la perte de Dien Bien Phu parce que incapable de faire de la contre-batterie. Mais en fait, en vous expliquant pourquoi est-ce que l'artillerie française n'a pas pu faire de contre-batterie, en fait, c'est pas tant de sa faute que ça. Si vous voulez, l'artillerie française, elle a fait tout ce qu'elle a pu, elle a fait du mieux possible. En contre-exemple, on peut vous citer par exemple le lieutenant Paul Brimbrouck qui, avec seulement 4 canons, parvient à tenir Dominique III pendant toute la nuit. Donc là, on est sur le 30 mars, la bataille des 5 collines. Le lieutenant Paul Brimbrouck parvient à tenir avec 4 canons, 300 mecs derrière lui qui n'ont pas forcément toujours des flingues avec eux. Pour autant... Pardon ? Il est mort là-bas. Non, il est mort le 11 avril. Techniquement, en fait, le 30 mars, tout va bien. Enfin, c'est-à-dire qu'il a permis de sauver le camp à lui tout seul. Ouais. Donc voilà, pour ce procès, effectivement, il a eu des coupables. Maintenant, avec un regard de pseudo-historien, enfin j'essaye de devenir historien du moins, moi je vous dirais, monsieur, qu'en réalité, ça ne sert à rien de trouver des coupables. Oui. On a une grande quantité de prisonniers quand même qui est fait par le Viet Minh. Qu'est-ce qu'il advient de ces prisonniers en termes de temporalité? On sait qu'une grande partie meurt au final en captivité, mais c'est-à-dire combien de temps? C'est négocié par Paris? Comment ça se passe? C'est la cata. Donc, le 7 mai 54, donc, le camp retranché de Dien Bien Phu, c'est environ 20 000 hommes. Donc vous avez les 2000 tués, donc eux ils comptent pas dans les 2500 pardon. On a les blessés. Les blessés pour le Viet Minh, ça l'embête beaucoup parce qu'ils peuvent se déplacer pas très vite. Donc la plupart des blessés jugés trop graves ou qui peuvent pas se déplacer sont exécutés sur le champ. Dès lors, ça fait à peu près 12 000 prisonniers à gérer pour les camps Viet Minh. Les camps Viet Minh, ils sont à 700 km de Dien Bien Phu et s'entament alors ce que les survivants appelleront la marche de la mort. C'est une marche, donc, comme je l'ai dit, sur 700 km où la plupart des soldats iront dans différents camps. Si vous lisez par exemple Les soldats oubliés de Louis Tian, qui donc lui est dans les camps depuis 1950 après les RC4, lui il est au camp numéro 1. Et en fait, il dira qu'à la chute de Dien Bien Phu, il a retrouvé quelques têtes. En fait, le premier BEP venait encore de se faire étriller, hélas. C'est des conditions qui sont horribles. Déjà, le camp numéro 1, c'est un camp qui est censé être pour les officiers, donc un peu plus light, si j'ose dire. Mais en fait, il n'est pas plus light que ça. En réalité, les Viet Minh considèrent que les officiers... ce sont à cause d'eux qu'il y a la guerre d'Indochine. Ce sont les bourgeois qui font la guerre face aux paysans et qui envoient les paysans français eux aussi à leur tour se faire tuer loin de chez eux. Les soldats français n'ont qu'un bol de riz par jour, autant vous dire qu'en apport calorique on n'est pas beaucoup. Et en plus de ça, ils font énormément de travaux, soit pour remettre en place des routes, soit simplement en fait ils attendent. Mais la plupart des soldats essaient quand même de se dépenser pour ne pas tomber fou, parce que la première cause de mortalité dans les premiers jours c'est la folie. Ensuite c'est l'épuisement naturellement qui vient juste après et qui ensuite sera clairement la prédominance. De mai à juillet, on considère que c'est là où il y a la plupart des tués en fait, pour les prisonniers. Je peux vous donner l'exemple, par exemple, un exemple qui va montrer la clémence, si j'ose dire, du Viet Minh, et un autre exemple qui va montrer à quel point il pouvait être sévère. Les premiers libérés, ils sont à la mi-mai 54, et ce ne sont pas n'importe lesquels. En fait, c'est le médecin commandant Paul Grauin qui est libéré avec son équipe juste une semaine après avoir été capturé. Alors il a eu peur, hein. Il disait quand même dans ses récits que jusqu'au dernier moment il a cru qu'il allait partir avec les autres. Mais en fait le commandant Paul Grauin avait une qualité, enfin il en avait plein, mais l'une des qualités que le Viet Minh avait remarqué, c'était qu'il soignait tout le monde. C'était qu'il soignait les soldats français et les soldats Viet Minh. Et ce qui lui a sauvé la vie, c'est qu'à la chute du camp, en fait, il y avait, je crois que c'était 2 ou 3 soldats Viet Minh qui étaient dans les patients qui venaient de se faire opérer. Donc en fait, à la chute du camp, quand les Viet entrent dans la piste, enfin pas sur la piste, pardon, mais dans l'hôpital, en fait, ils voient des camarades à eux. Et donc ça a permis, au moins ils ont montré une certaine clémence. C'est très rare, hein. La plupart du temps, les Viet Minh sont absolument affreux. Je peux vous citer, alors c'est pas forcément un bon exemple, parce que le lieutenant Stabenrat, donc, du premier BEP, il va tenir jusqu'au bout de la bataille de Dien Bien Phu,
et en fait il est trop grièvement blessé et il va directement se faire exécuter. Et Stabenrat, si vous lisez un peu les écrits du premier BEP, en fait c'est le lieutenant typique, la fougue ultime, le mec court, enfin il est trop stylé. Mais là, il sera tué directement à la chute du camp. Donc en gros, c'est de mai à juillet où vraiment les soldats français vont pâtir, et à partir de juillet, on va commencer les Viet Minh vont commencer à renvoyer les soldats français. En fait, si vous voulez, les premiers soldats français qui reviennent, c'est des locs. Enfin, je pense qu'on a tous les images des juifs dans les camps de concentration à la sortie. Bah, c'est exactement pareil. On a des soldats qui ont la peau sur les os, on a des soldats qui sont traumatisés, et c'est une véritable. Général Bijard écrira dans ses écrits, qu'en fait, il a tout pardonné aux Viet Minh parce que c'était la guerre, donc c'est normal, sauf cet internement dans les camps Viet Minh. Voilà, c'était un peu long, mais j'ai préféré un peu étayer. Oui. Y a-t-il eu des soutiens étrangers aux différents camps, notamment chinois et soviétiques pour les Viet Minh ou américains français? Et si oui, dans quelle mesure? Du coup, vous l'avez dit, c'est pas drôle. Oui, donc effectivement, on va commencer par les soutiens URSS et chinois. Le soutien URSS, c'est surtout un soutien qui est logistique. Les soldats russes en soi, à part pour les camionneurs, j'ai pas, à ma connaissance, je peux tout à fait me tromper, présence de soldats soviétiques. Pour les Chinois, c'est un peu plus compliqué. Les Chinois déjà font venir ce qu'on appelle, c'est con parce que le nom j'ai oublié le nom. Quand une puissance étrangère envoie quelqu'un pour regarder comment se passe le conflit. Des attachés, des attachés militaires. Voilà. Donc, les Chinois vont envoyer des attachés militaires. Et en fait, les attachés militaires vont être hyper efficaces pour l'armée Viet Minh. Et c'est vraiment eux qui vont transformer le Viet Minh de guérilla à armée compétente, si j'ose dire. Donc, en fait, l'apport chinois, il va être surtout dans la logistique, comme les Russes un peu, mais aussi beaucoup dans l'intellectuel. C'est eux qui vont montrer, grâce à l'expérience de la guerre de Corée, comment est-ce qu'on peut battre une puissance occidentale, au moins dans ces régions-là. Voilà, aussi naturellement, tout ce qui est donc toujours logistique, mais toutes les armes, si vous voulez, il y a un truc assez intéressant, c'est la présence des armes semi-automatiques et automatiques Viet Minh entre 1946 et 1950. En 1946, les soldats Viet Minh se battent globalement avec ce qu'on appelle des fusils à verrou, donc MAS-36, Mosin Nagant, tout ce que vous voulez. À partir de 1950, ils vont commencer à recevoir des fusils semi-automatiques, des SVT-40, donc ils auront aussi également quelques MAS 49, alors en beaucoup plus petite quantité parce que là ils les auront capturés sur les caches françaises, mais on a une armée Viet Minh qui commence à avoir de l'armement vraiment efficace et à gagner en puissance de feu. Si vous voulez, une compagnie Viet Minh en 1954, elle tient la dragée haute à peu près n'importe quelle armée du monde. Si on regarde à l'échelle de compagnie, il n'y aura pas trop de soucis pour que, moi je pense aux Américains, en 1954, les Américains sont moins bien équipés que les Viet Minh, parce qu'ils ont une proportion d'armes automatiques qui est plus importante. Maintenant, pour ce qui concerne les alliés français. D'une part, en fait, j'amalgame et je dis les Français à Dien Bien Phu. En réalité, si je voulais vraiment être honnête, on parlerait plutôt d'Union française. L'Union française, c'est quoi? L'Union française, c'est donc d'une part, naturellement, la France, le Laos, le Cambodge, mais aussi le Vietnam. Le Vietnam, même si on considère que souvent le Vietnam entier est en guerre contre la France, en réalité, c'est faux. L'Indochine, on est plus proche d'une guerre entre ethnies qu'entre pays. Donc les alliés français, ce sont d'abord les autochtones qui sont acquis à la cause de la France. En deuxième, effectivement, vous l'avez très bien dit, les Américains. L'aide américaine, elle va surtout passer par du matériel. On peut revenir. Globalement, là, dans tout ce que j'ai montré, il n'y a pas une seule fois où on a vu de l'armement français sur ce diaporama. Ici, vous avez des Bearcat, donc F-8F, qui sont en fait des avions produits par la société américaine Grumman, qui sont en fait les derniers avions à moteur à piston à être produits, si on oublie le Skyraider. Ce sont des très bons avions que les Américains nous donneront en quantité suffisante. Ce sont des avions qui ont un moteur énorme, plus de 2000 chevaux. Ce sont des avions qui peuvent être à la fois des avions de chasse, ici pas très pratique parce que le Viet Minh n'a globalement aucun moyen aérien, mais aussi des super avions pour le bombardement. Sur cette photo-là, alors je ne sais pas si on voit très bien,
Mais vous voyez là, ce qui ressemble à des torpilles, en fait c'est des bombes de napalm. Là en fait c'est une mission où 2 Bearcats sont en train de lancer du napalm, alors là plutôt en basse région, c'est-à-dire plutôt au sud de l'Indochine. Et à côté, donc là on est sur un B-26 Invader, donc autant vous dire qu'on est encore sur de l'américain. Voilà, pareil, les M24 Chaffee c'est de l'américain, bref, on est également une sorte d'ersatz de l'armée US qui parle français et un peu allemand. Voilà, à peu près ce que j'ai à dire pour les soutiens. Oui. Est-ce qu'il y a eu des survivants français non faits prisonniers? Et si oui, comment est-ce qu'ils ont quitté le camp avant la fin de la bataille vers où? Le 6 mai 54, juste avant la chute de la bataille du camp, Bijard essaye de réunir tous les derniers fantassins encore valides. Et en fait, il va faire ce qu'on appelle la percée de sang. Enfin, si vous voulez, c'est quitte à mourir, autant essayer de foncer tout droit. Sur un malentendu, ça passe. Je grossis un peu le trait, mais sincèrement, la percée de sang, c'est ça, quoi. C'est vraiment aller jusqu'au bout. Cette percée de sang, elle n'arrivera jamais. Le 7 mai à 17h, le camp se rend, le drapeau blanc n'est pas hissé, mais il n'y a plus de munitions, le camp, si vous voulez, arrête de tirer. Pour autant, il y a une quarantaine de soldats qui vont partir, alors je ne sais pas si on pourra le voir sur un poids d'appui. Alors Isabelle, c'est encore un peu à part. Moi, j'allais parler du point d'appui Françoise. Parce qu'en fait, Isabelle mène son propre Dien Bien Phu à côté. Isabelle, c'est 7 km plus au sud, et si vous voulez, ils revivent tout à fait autre chose. Et eux, ils sont encerclés par moins d'unités, mais ils vont tenir un jour de plus que le camp retranché. Mais Isabelle, c'est le grand oublié de Dien Bien Phu. Donc sur Françoise se réunit, alors je crois qu'ils étaient environ 80 d'à peu près valides à se réunir. Et donc ils arrivent à percer les lignes ennemies. Mais moi quand j'avais lu ça, j'avais trouvé ça incroyable. Et en fait, ces 80 soldats, ils ont eu vent de l'opération D, l'opération Desperado, et en fait, ils essayent d'aller rejoindre la colonne. Sur ces 80 qui partent, une quarantaine arriveront à rejoindre du coup les camps, les avant-postes français, et donc techniquement ne seront pas faits prisonniers et auront réussi à percer le siège de Dien Bien Phu. Voilà. Les prisonniers qui sont échappés aussi. Oui. Le sergent Santenac qui a été tué après. Oui, Santenac, oui c'est vrai. Vous avez raison, Jean. Il y en a aussi beaucoup qui, hélas, se sont fait rattraper. Je crois que c'est Pierre Schoendorfer qui parlait d'un de ses amis où ils avaient tenté de partir ensemble. Et en fait, lui, il s'était fait rattraper, il n'a jamais revu son ami, donc on présume qu'il s'est fait tuer. Oui ? On parlait de la responsabilité des généraux. Oui. Qu'en est-il de la presse? Est-ce qu'il y a eu un backlash après la bataille En fait, parce que tout le monde, mais encore aujourd'hui, quand on parle de Dien Bien Phu, tout le monde se complaît un peu à dire de toute façon c'était une connerie, on n'aurait jamais dû y aller. En fait, c'est. Oui, en fait, l'armée française a beaucoup pâti de Dien Bien Phu parce qu'elle est un peu parue pour incompétente aux yeux du monde. Et en fait, c'est complètement injuste parce que si vraiment on s'intéresse à Dien Bien Phu, en fait, Dien Bien Phu, s'il faut l'amalgamer, c'est Verdun dans la jungle. Il y a une concentration d'artillerie et c'est des unités qui en fait meurent sur place. D'une part parce qu'elles ne peuvent pas se replier, mais aussi c'est des exploits incroyables. Donc sur le 5e, je vous parlais du 5e BPVN. Le 5e BPVN, il a une réputation qui est déplorable à Dien Bien Phu. Parce que, en fait, comme il est arrivé pratiquement le jour même qu'on l'envoie sur la bataille, en fait, les soldats trouvent que c'est n'importe quoi, que c'est une autre unité para qui aurait dû partir, parce qu'eux, ils connaissent le terrain. Pour autant, c'est le 5e BPVN qui y va. Et en fait, le 5e BPVN, sur toute la durée de la bataille, ce sera un régiment qui sera excellent. Ce sera un régiment qui, lui, sera plutôt, il sera plutôt du côté des Claudines et de Junon et aussi d'un peu Huguette. En gros, toute la partie ouest du camp. Le 5e BPVN, c'est l'un des régiments qui a été encerclé dès le début de la bataille, du siège, si j'ose dire. En fait, le 5e BPVN a réussi à percer, et il perçait de part en part. Et en fait, à chaque fois qu'on l'envoyait sur une colline, peu importe s'il y avait des unités Viet Minh autour, il arrivait à en gros vaincre l'unité en face de lui et rejoindre le point d'appui qu'on lui demandait. Mais la presse n'a jamais eu à répondre des fuites? Non. En fait, la presse...
Non, j'en ai pas. Juste, il y a toujours ce truc un peu entre militaire et journaliste. Donc pour moi, ça n'a fait que la renforcer, mais non, il n'y a rien. Oui. Et quel fut l'impact de la nouvelle de la défaite dans l'opinion publique française? On sait on entend souvent qu'il n'y a pas un gros impact, mais est-ce que, selon vous, il y a vraiment une opinion publique qui s'intéresse vraiment justement à ce désastre militaire? Dien Bien Phu, en fait, le problème avec l'Indochine, c'est que l'Indochine, c'était pas une guerre qui était très intéressante. J'ai pas envie de dire intéressante, pardon, mais c'était pas une guerre qui cultivait les passions à l'époque. Si vous voulez, en 1954, ça fait seulement 9 ans que la France a été libérée. Il y a encore une bonne partie du pays qui est à reconstruire. Et la population n'a pas envie de s'embêter sur l'Indochine. En fait, pendant que les soldats français sont en train de mourir à Dien Bien Phu, le vrai débat en France, c'est plutôt sur la vignette auto. En fait, c'est dire à quel point en fait, ce sont deux mondes qui sont déconnectés. Mon père est né en 1948, donc techniquement il a connu, il avait 6 ans à la chute de Dien Bien Phu, mais il s'en souvient un peu. Et moi je lui disais, mais papa, qu'est-ce qui se passe quand Dien Bien Phu est tombé? Et il m'avait dit un truc qui m'avait un peu marqué, c'était ça avait fait une grosse page sur les journaux, quoi. C'était le camp est tombé, mais en fait, comme je l'ai dit à la toute fin, à la fin les vraies discussions sur Dien Bien Phu, c'est pas qui gagne ou qui perd, c'est en fait quand est-ce qu'on tombe. C'est ouais. Est-ce que les châteaux ont eu un rôle important ou au final ils sont tous Les quoi, pardon? Les chafis, donc le peloton, il était géré par le capitaine Hervouet. Donc si vous allez un jour à Saumur, là, ils ont une médiation sur des chafis, justement avec le capitaine Hervouet, qui aura une fin tragique. D'ailleurs, il sera blessé et puis il mourra dans les camps d'ailleurs. Donc les chafis sont au nombre de 10. En fait, le problème, c'est que les chafis, c'est des chars qui sont plutôt, c'est des chars légers. Je ne sais pas si je peux retomber vite sur mes chafis, voilà. Mais en fait, à la limite, qu'ils soient légers, c'est pas si grave. En Indochine, c'est pratique d'avoir des chars légers. Le terrain est tellement chaotique. En fait, souvent, pour les contre-attaques, des points d'appui, 1 ou 2 chafis seront alloués ça et là pour aller appuyer les compagnies para qui partent, les compagnies de la réserve générale qui iront attaquer les points d'appui. Voilà, en soi, ils n'ont eu aucun. Et alors, le problème avec les chafis, c'est qu'ils étaient quand même assez compliqués à entretenir. Et de deux, quand un chafi explose, ça fait encore plus un coup au moral pour le camp retranché. Je crois que c'est le 3 ou le 4 mai, donc alors que la bataille est déjà finie, un obus de 155 tombe en plein milieu d'un chafi. Donc autant vous dire qu'un 155 coup direct sur un chafi, le truc est complètement vaporisé. Et en fait là il y a des soldats qui prennent peur et qui s'enfuient. Parce qu'en fait l'explosion leur a tellement fait peur qu'ils se sont dit que c'était les prochains. Ouais. Est-ce que le rapport de juin 1954 il a eu un impact fort sur le gouvernement, sur la suite de la guerre et sur la Convention de Genève? Alors oui. En fait, le rapport Elie, comme il dresse un constat qui est plutôt positif pour le corps expéditionnaire, en fait les accords de Genève, ils vont pas être si catastrophiques que ça pour les Français. Pourquoi? Parce qu'en fait le Vietnam va être coupé en deux. En fait, alors que le Viet Minh vient d'obtenir sa victoire décisive, sa bataille rangée contre les Français, en fait, le pays ne sera pas unifié. En fait, ce sera une Corée bis. Et en ça peut être vu au moins comme un moins mal pour les Occidentaux, puisqu'en fait, le Vietnam du Sud est un Vietnam capitaliste qui est pro-occidental. Oui. Est-ce que le fait que le rapport fait après la bataille de l'RCK, qu'il n'y a pas eu du tout de conséquences, des officiers généraux qui ont été responsables de l'échec de l'RCK n'ont pas été limogés, ça a eu un impact sur la bataille de Vietnam? Alors en gros, est-ce que le désastre de l'RC4 nous a fait perdre des généraux qui... Il n'y a pas eu de conséquences directes, pas de remise en question importante sur la défaite de l'RC4?
En fait, le désastre de la RC4, c'est un désastre parce que l'état-major français a un peu multiplié les imprudences concernant cette bataille. La RC4, c'est la route coloniale 4, c'est la route en fait, qui longe la frontière chinoise. En fait, c'est la route vers laquelle les Chinois vont envoyer toute leur logistique, donc c'est une route que les Français doivent contrôler. La route est tenue par la ville de Tat-Khe, par la ville de Kaobang, elle est tenue par pas mal de villes, mais en gros ce sont les deux places fortes, Tat-Khe et Kaobang. Tat-Khe est évacué dans l'urgence et deux colonnes sont envoyées pour essayer de récupérer la ville. Et en plus de ça, le premier bataillon étranger parachutiste, dirigé par le chef de bataillon Segretin, est envoyé pour en plus appuyer la manœuvre. En fait, c'est un désastre complet parce que les paras, et en général, les compagnies qu'on envoie reprendre la RC4 n'ont aucun moyen d'appui. On est dans la haute région, une région boisée et montagneuse. Autant vous dire que pour l'aviation, en fait, on n'y voit rien. Donc, ils sont incapables de fournir un soutien. En plus de ça, comme les compagnies sont parachutées, on ne peut qu'emporter de l'armement léger. Hein. À l'époque, les soldats ils sautent sur des Ju-52. Le Ju-52, ça a été inventé avant même presque le parachutisme en lui-même. Donc les soldats, ils envoient d'abord leurs fusils et ensuite ils sautent. Hein, parce qu'ils font la tactique allemande du saut de l'ange, c'est assez génial. Mais en fait, ils n'ont aucun moyen lourd. Donc dès lors, alors que le Viet Minh, lui, il est sur ses bases terrestres, ça tourne mal. En fait, le désastre de la RC4, pour l'état-major, c'est le premier gros revers. Mais en fait, techniquement, c'est 1800 hommes de perdus. C'est pas si grave. Enfin, le premier BEP, il est déjà reformé en fait. Il y avait déjà le troisième BEP a repris le nom de premier BEP et c'était réglé. Donc non, ça n'a pas été si grave que ça pour l'état-major. Me permet juste de donner un petit complément, c'est que le haut commissaire, c'est-à-dire en gros la plus haute autorité civile et le général en chef vont être remplacés suite au désastre de la RC4, qui sont éjectés de leur poste. C'est le général Delattre qui vient prendre la succession. Et qui a été refusé par deux autres auparavant, enfin je crois qu'il récupère... qui d'une certaine mesure va relever un peu la situation, et redonner un coup de fouet, changer un certain nombre de tactiques, fortifier le delta, etc. Et après, il était très malade, atteint d'un cancer. Oui, en fait, c'est le décès de son fils après qu'il a... Il est mort en 52, début 53. Non, il est mort en janvier 52. En fait, on pourrait presque en élargir dans le discours, donc avec l'apport du général, qu'en fait, la RC4 a permis l'année de Lattre, qui est l'année où en fait, les Français parviennent à pratiquement reprendre le contrôle sur l'ensemble des axes de communication Viet Minh. Mais bon, enfin, je sais pas si on peut dire que c'est trop bien qu'on ait perdu. Mais en tout cas, la RC4, voilà, vous voyez, mon général, j'étais pas au courant. Oui. Y avait-il de nombreux vétérans de la Seconde Guerre mondiale en fait? Du côté français. Au niveau vétéran, souvent on a un peu le mythe de la Waffen-SS qui part se battre en Indochine. C'est plutôt, non, on est plutôt sur un mythe. Hein. En réalité, alors non mais en fait, bon, j'avoue, je suis pas allé voir chaque mec s'ils avaient sur leur photo un tatouage au bras. C'est pas ça qui m'intéresse. Oui, il y a des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Côté français, en fait, chez les parachutistes, c'est quelque chose qui se voit assez souvent, surtout chez les officiers parachutistes d'Indochine. En fait, la plupart ont commencé soit directement en 1940, soit à la Libération. C'est moins vrai pour tout ce qui est simple soldat, si j'ose dire, où eux, soit ils se sont vraiment engagés en 1944 ou 1945 pour aller pousser vers l'Allemagne, et ensuite leur contrat a été prolongé jusqu'en 1954. Mais voilà, ça se retrouve surtout chez les officiers à la Seconde Guerre mondiale. Et sous-officiers aussi, donc je suis pas juste. Très bien, je pense qu'on va clore cette conférence. Denis, je pense que tu en es d'accord. Tu as bien... Aucun mal.